bonsoir à tous. Après avoir fait les différents top 5 des titres les plus prestigieux, les top 5 des équipes de l'année, des catcheuses de l'année ainsi que des découvertes de 2022, il est temps de clôturer cette année justement en proposant cette fois-ci le top 10 des catcheurs de l'année. Et il y en a qui m'ont marqué personnellement et qui ont vraiment eu de bons moments, de bons segments qui m'ont plu globalement. Et je pense qu'il serait temps que je salue la performance de ces messieurs en les faisant mention dans cette liste. Sur ce, c'est parti. Numéro 10, Drew McIntyre. Je vois souvent la 10e place comme une déception globalement, un talent que j'aurais aimé mettre plus haut en général. Et Drew McIntyre en fait partie. Et j'ai été plutôt déçu de son année, au vu du fait que mes espoirs ont été brisés lorsqu'il était au dernier Rumble contre Lesnar. Une feud à rallonge contre Joyeux Caillou et Madcap Moss pour ensuite finir par perdre contre Roman Reigns au premier pay-per-view en Europe depuis longtemps, Clash at the Castle, occasionnant une clim de mon côté. Et enfin terminé par une feud de merde contre Karrion Kross avec un match de merde à Extreme Rules et un match à Crown Jewel que j'ai même pas regardé. Mais je préfère retenir le positif, dans le sens où McIntyre s'est quand même imposé comme le grand face fort de SmackDown et est resté pertinent dans ce programme globalement. Et je garde espoir que dans les prochains mois, il puisse enfin retoucher au titre mondial, chose qui n'a plus été depuis l'ère du confinement. Numéro 9, Wardlow. Wardlow a connu une année que je vais qualifier d'année en parabole. Je m'explique. Au début, il commençait très fort en enchaînant des squats du random à coups de powerbomb. Et personnellement, c'était un plaisir de voir Wardlow détruire des gens. C'était même pour moi des meilleurs moments de dynamite. Il a eu quelques autres bonnes victoires, dont une contre MJF dans une bonne feud, où il a évidemment démoli MJF, c'était un plaisir aussi. Et pour juste après récupérer le titre TNT. Et maintenant, l'autre partie de l'année, ce fut moins joli, dans le sens où, même en tant que champion, Wardlow stagnait, il était présenté trop fort. Mais non seulement ça, mais en plus, il faisait toujours les mêmes matchs, des mêmes types de matchs, pour être exact. Et il n'avait pas de compétition sérieuse en fait. Il n'y avait pas de véritables adversaires pouvant présenter un quelconque danger. Et ça, c'est un problème récurrent de la WWE, de vouloir rendre tout le monde fort exactement au même niveau. Et c'est assez dommage. Tout ça en plus pour terminer son règne de manière complètement oubliable en faveur de Samoa Joe qui en à peine 2 semaines réussit à faire un meilleur règne que lui en 4 mois. Et ça, c'est incroyable. En tout cas, Wardlow, j'espère qu'il suivra un chemin de rédemption pour pouvoir mieux rebondir en 2023 et pouvoir vraiment récupérer la popularité qu'il avait, récupérer son awareness et ainsi se mettre à la course au titre mondial AEW, titre qui devrait lui être destiné. Numéro 8, MJF. Je trouvais que son perso stagnait entre 2020 et 2021, mais là il a eu une très grosse évolution en cette année 2022. Tout d'abord en commençant l'année avec une très belle feud avec CM Punk et de bons matchs références d'ailleurs, dont le Dokolar match, qui sont suivis par une feud intéressante servant à mettre en avant Wardlow, et jusque là c'était très bien.
Après, au milieu, ce fut globalement un parcours en montagne russe parce qu'il perdait souvent ses matchs. Et je vais épargner la partie de la paille bombe au risque de devenir violent. Il revient plus tard à All Out pour remporter la Casino Leader Match. Et c'est à partir de là que The Devil obtient une chance pour le titre AEW, occasionnant un face turn également, qui était juste un énième de ses swerves pour remporter le titre en filou, devenant ainsi le premier des 4 piliers à être champion du monde. Maintenant, à voir ce que son règne va donner. Il a déjà un programme tout tracé avec Bryan Danielson en 2023. Et pourvu que ce règne soit significatif et que ça permette de capitaliser sur sa mise en avant à AEW. Numéro 7, Gunther. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que j'ai dit dans ma première vidéo de top? Non, mais Gunther, c'est masterclass. Déjà, il est sorti de son passage à NXT où il a perdu qu'un seul match et c'était contre Bron Breakker. Gunther a vraiment explosé en sauvant le prestige du titre intercontinental où il enchaîne clairement banger sur banger, dont celui contre Sheamus à Clash at the Castle. Il est très crédible contre champion, il bat des adversaires quand même importants, ce qui permet de le présenter comme gros danger et mec dominant de la mid-card qui pourrait clairement arriver en main event une fois qu'il aura perdu le titre afin de défier les plus grands. Numéro 5. Sheamus. Bon, il a connu un début d'année random comme ça peut arriver souvent. Mais une fois la feud à rallonge contre le New Day passé, il est passé à la seconde. Tout d'abord avec une petite feud avec McIntyre, où c'est toujours qualitatif entre les deux, qui s'est terminé dans un super Bref, le match avec les sceptres, la Street Fight. Ensuite, il s'en est suivi les masterclass contre Gunther, où il a vraiment fait une super performance, des bons échanges, et surtout avec son groupe Brawling Brute, il a réussi à rendre pertinent Ridge Holland et Butch. Sheamus à 44-45 ans, il arrive toujours à me surprendre, et franchement, je ne m'attendais pas autant de sa part actuellement. En plus, en fin d'année, il arrive à devenir presque challenger au titre de Roman Reigns sans avoir besoin d'un match pour ça. Bon, ça s'est terminé au Raw Game, c'est un peu dommage qu'on dépasse au programme. Mais en tout cas, j'espère qu'il touchera au titre intercontinental. Il mérite vraiment. Et pourvu qu'il continue à nous filer des banger after banger after banger after banger after banger after banger after banger. Maintenant que nous avons atteint la moitié de la liste, il est temps de passer aux mentions honorables. Tout d'abord Brock Lesnar pour être aussi intéressant depuis son retour à la WWE en 2012 et au vu d'une bonne feud contre Reigns malgré une route de WrestleMania pas terrible. Ensuite Riddle, rien que pour RK-Bro qui a essayé de se relancer seul mais qui semble avoir du mal jusqu'à présent. Rey Mysterio pour toujours son envie et le fait qu'il ait toujours le corps sur la main et surtout au vu de son programme contre Dominique qui lui a tourné le dos. Kevin Owens qui est toujours aussi divertissant, que ce soit en promo ou en match, ses feuds globalement étaient bien, mais dommage que pas mal de blessures et plusieurs absences aient mis un frein à tout ça.
CM Punk pour sa feud contre MJF, au moins ça vaut le coup de le mettre là. Même si, bon, CM Punk, il aurait eu pratiquement la première place parmi les mentions des honorables. Chien. Ensuite, pour mentionner NXT Julius Creed, qui reste très solide en solo, même si on tag team avec son frère, c'est toujours aussi bien. Et pour terminer, grosse mention spéciale à Cody Rhodes, qui est certes sorti de AEW par la petite porte, mais il a fait un gros retour à la WWE, et avec un super programme contre Seth Rollins, et au bout de sa dernière performance où il avait clairement le pec déchiré, et on peut dire bravo à lui, mais j'espère que ce sera la première et la dernière fois. Maintenant, nous pouvons passer au top 5 de ce classement. Numéro 2, Bobby Lashley. Malgré un début d'année compliqué en perdant le match à 2-1 pour devenir nouveau champion, et malgré un match de merde contre les Stars au Rumble, bon, il remporte le titre certes, mais il le repère le mois suivant de manière oula. Mais bon, ce ne fut qu'une étape pour ce bon vieux Bobby Lashley, qui a eu de bons matchs contre Omos globalement. Je retiens surtout celui à WrestleMania 38. Et la suite, qu'elle fut belle pour Lashley. Déjà, bon, certes, il a un charisme de caillou, mais il a quand même la popularité du public globalement. Et un très bon run de face pendant cette année, devenant ainsi champion des États-Unis et donc le meilleur champion des États-Unis en cette année. Bon, il a perdu le titre, mais il s'en est suivi un programme contre Brock Lesnar qui perd malheureusement à Crown Jewel. Mais à voir ce que va donner la suite de son parcours pendant les prochaines semaines. Numéro 4, Seth Rollins. Bon, je vais vous le dire cash directement, Seth Rollins, son perso actuel, ben, il me sort par le cul, on va dire. Mais il a eu un bon début d'année avec un très bon match contre Reigns au Rumble, d'où une des entrées iconiques de l'année, si on peut dire. Ensuite, il a eu un programme tag team avec Kevin Owens, avant d'avoir une très bonne feud contre Cody Rhodes qui venait de faire son retour et dont la feud a commencé à WrestleMania. Et justement, ses efforts sont récompensés par le championnat des États-Unis, enfin un titre qu'il obtient depuis longtemps, malgré avant une rivalité que je trouve assez osée contre Riddle. Rollins est tellement devenu over qu'il a fait un face turn organique et malgré que son règne fut court, il reste toujours aussi pertinent, il reste toujours aussi populaire avec le public et je sens que Rollins, il serait temps de capitaliser là-dessus en ayant un nouveau titre mondial, surtout au vu du fait qu'il fasse partie des favoris pour détrôner Roman Reigns. Numéro 3. Encore une belle année pour Roman Reigns qui confirme son ascension en 2021. Roman Reigns est toujours le plus long champion des universels, et ce depuis bien longtemps. Et en plus, il a eu un programme d'unification pour le titre universel et WWE, ce qui fait de lui le champion incontesté de la compagnie. Il est toujours aussi fort, il relève toujours autant les défis. Peu importe le challenger ou les adversaires, jusqu'à présent, il n'a toujours pas perdu un match. Le mec, quand même, il ne s'est pas pris de pin depuis 2019 et la dernière fois, ce fut contre Baron Corbin quand même. Et sa dernière défaite remonte à pratiquement 4-5 ans. Et là, clairement, il occupe un statut d'indétrônable.
La Bloodline est toujours aussi forte et il a amené une team incroyable à Clash of the Castle. Reigns reste toujours autant le boss final de la compagnie, ça ne bouge pas. Et j'ai hâte de voir ses futurs programmes et ses futurs combats de championnat lors des prochaines semaines et surtout à WrestleMania où nous avons déjà des possibilités de challenger. Numéro 2, Jon Moxley. Ah, Jon Moxley, quelle belle rédemption ce début d'année. Déjà qui revient de sa cure de désintoxication. Il revient plutôt en forme et toujours avec des matchs sympas. Même si bon, le fait qu'il saigne à tous les matchs, ça me fait chier à un moment. Mais bon, le mec il a eu un point plutôt sympa contre Danielson pour un match décevant malheureusement. Mais ça a réussi à mener à l'un des clones de l'année, le Black Combat Club, qui ne faisait qu'enchaîner des victoires et avec une présentation du groupe de manière bien éclatante. Mais ce qui me fait passer Moxley devant Reigns, c'est clairement du neuf, enfin du neuf. Il montre clairement qu'il est le pilier de la compagnie AEW en étant le meilleur champion de AEW alors que c'était un titre intérimaire. Il a clairement porté la compagnie à un moment de crise et clairement respect à lui. Et surtout, il a servi de tremplin pour le sacre de MJF. Moxley, parce qu'en termes de promo et en termes de hype, c'est toujours présent. Et clairement, le mec, il prépare plus un programme contre Adam Page. Et clairement, après tout ça, le mec mérite clairement d'être récompensé par un bon repos, comme il se doit. Numéro 1. Sami Zayn. Ah, ça vous surprend. Hein. Le commun des mortels qui pensait que l'année de Sami Zayn avait commencé à partir du moment où il intégrait la Bloodline, ben, je voulais vous dire une chose, soit vous avez la mémoire courte, ou alors vous êtes de très mauvaise foi. Parce qu'il faut ramener les choses dans l'ordre. D'abord, il commence l'année en tant que conspirationniste, ensuite leader des vestiaires, champion intercontinental, certes de courte durée, mais il a quand même été. Et ensuite, la route pour WrestleMania, il était en feud contre Johnny Knoxville, menant à un match très fun à WrestleMania. Juste après, il commence à tourner autour de la Bloodline et vraiment merci beaucoup Sami. Merci de faire évoluer la Bloodline parce que jusqu'à présent, le clan commençait à stagner à un moment. Et il est clairement devenu le mec qui apporte du bien à SmackDown. Et une fois qu'il a officiellement rejoint la Bloodline, c'est clairement devenu le mec le plus intéressant du groupe. Il nous fait rire, bon, il me fait rire surtout, mais de toute manière on est tous d'accord là-dessus. Ou si, c'était super. Et là, clairement, nous sommes dans une situation où le clan est uni, tous, mais pour mieux le trahir en 2023. Et vraiment, Sami Zayn, son année 2022 fut parfait, clairement parfait. Il réussit à trouver de nouveaux trucs. C'est même à me demander si 2022 ce ne fut pas sa meilleure année à la WWE depuis qu'il est dans la compagnie. En tout cas, j'espère qu'en 2023, au moment où il va sortir de la Bloodline, il puisse avoir une belle feud contre le clan et devenir champion par équipe avec Solo Sikoa. Oui, Solo Sikoa. Donc ouais, à un moment, il faut savoir avancer. Kevin Owens, Sami Zayn, on en a trop vu, c'est bon là. Oh. Mais surtout, clôturer tout ça avec un match à WrestleMania entre Sami Zayn et Jey Uso parce que tout est parti de là. En tout cas, je garde espoir en Sami Zayn et c'est clair qu'il va faire partie des noms qui restera dans nos mémoires de fans de catch à la WWE. C'est ainsi que la vidéo s'arrête. Je vous remercie de l'avoir écouté. Maintenant, je vous invite à liker,
partager et commenter comme d'habitude. Et proposer votre propre top 10 des catcheurs de l'année ou un top 7, c'est comme vous voulez. Et la série de top va se terminer par les matchs de l'année 2022 qui vont arriver au courant de l'année prochaine justement. Donc c'est ainsi qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!